Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui vous embarque dans l'aventure de la prise de décision. Et oui, parce que la prise de décision, on y est confronté tous les jours. Et je sais pas vous, mais moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment on prend une bonne décision, comment on prend une mauvaise décision, et existe-t-il même une bonne ou mauvaise décision ? Et donc, je suis parti à la rencontre d'entrepreneurs, artisans, artistes, pour comprendre comment eux prennent tous les jours leurs décisions. On parle d'expérience, d'inspiration, de méthodologie. Et aujourd'hui, je vous embarque dans une toute nouvelle interview avec mon invité pour comprendre comment, au travers de son expérience, il prend ses décisions. Ah, et on se retrouve en fin d'épisode pour faire un petit débrief de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Allez, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute. Parti, ça enregistre. Ça va après la sortie de scène, pas trop dans le speed? Toujours, hein. Bah ouais. Puis tu sais, t'as des trous, parce que c'est ma première, donc t'as toujours des trous. Ouais, bah oui. J'avais fait un filage précis, mais des fois, dans le feu de l'action, t'oublies, quoi. Ah, et puis quand il va y avoir le monde devant, ça va être encore... c'est ça, ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Et bah David, merci beaucoup pour venir faire le podcast, accepter dans des circonstances que je vais expliquer parce que c'est quand même un peu particulier. Avec plaisir. Donc la première chose que je voudrais dire quand même, c'est merci à Marie qui nous a mis en contact, qui nous a permis d'avoir ce moment alors que la journée est très chargée, parce que tu vas performer ce soir, j'aime bien ce mot, performer ce soir sur la scène de talent et expliquer... je vais te laisser expliquer. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir d'ailleurs ? En fait, il y a un mix entre raconter qui je suis, mon expérience à la fois de salarié et de chef d'entreprise. Parce que c'est deux mondes complètement différents, avec une partie anecdote, expérience de ma vie de chef d'entreprise. Parce qu'on sait que la vie de chef d'entreprise n'est pas toujours simple au quotidien, surtout en ce moment. Oui. Et puis en même temps, de partager au travers de ces expériences un peu aussi... ce que j'ai toujours rêvé de faire depuis 30 ans, à savoir de la scène. Donc, c'est pas un TEDx en soi, puisqu'il y a des parties un peu drôles. Moi, je chante dans un groupe de rock à Nantes. Voilà, j'ai toujours été chanteur. Mais là, en fait, depuis des années, je réécris des chansons. Donc, des chansons existantes, je reprends la bande-son. Et en fait, je réécris, par exemple, pendant mon spectacle, une chanson sur la génération Z, sur Je me voyais déjà d'Aznavour, et d'une manière un peu pour se moquer de cette nouvelle génération, qui a du bon en soi, mais aussi pour un chef d'entreprise qui n'est pas toujours facile à gérer. Et voilà, donc c'est sous forme d'humour pour partager avec tout le monde ce que pas mal de chefs d'entreprise connaissent au quotidien. Ouais, j'ai vu quelques petits extraits, et c'est vrai que ça a l'air... ça t'a plu ? Ouais, ça a l'air marrant, ouais, ça a l'air bien marrant, donc non, ça va être, je suis sûr que ça va être top. Je vais te demander, comme on va quand même faire les choses dans l'ordre, je vais te demander de te présenter. Qui es-tu, David ? Alors moi, j'ai 56 ans, j'ai 3 enfants, 3 garçons, qui ont 26, 23 et 17 ans pour le dernier. Je suis marié à Dominique, qui est mon épouse, mais aussi mon associé dans le monde professionnel depuis plus de 13 ans maintenant. Voilà. Et moi, je suis originaire je suis un pur ch'ti, j'en parle dans mon spectacle, donc je suis originaire de Lille, dans le nord de la France, une bien belle région par la qualité relationnelle des gens. Et puis moi, j'ai fait des études, on va dire classiques, entre guillemets, prépa HEC, école de commerce. Et j'ai travaillé pendant 15 ans dans le salariat, que dans des grands groupes. Donc j'ai travaillé dans le groupe Auchan notamment en France et en Espagne. J'ai travaillé pour le groupe Vivarté, Picard Surgelé, LVMH, voilà. Avant d'en avoir un peu marre de la pression des objectifs et du chiffre d'affaires et de me dire à 39 ans, je me lance dans l'entrepreneuriat. Voilà. Ok. Et avant, donc, justement, j'avais pas mal de questions un peu sur cette expérience et cette évolution, on va dire. J'aime bien poser la question de comment tu te définis professionnellement ? Je me définis comme un manager, un patron en fait exigeant, mais dans le plaisir.
Ok. C'est-à-dire que je prends beaucoup d'importance à ce terme plaisir. On est quand même dans un environnement économique incertain, où on navigue à vue, où il faut beaucoup d'agilité quand on est chef d'entreprise. Et pour ça, il faut avoir des équipes qui soient conquises par le projet d'entreprise en soi. Et je pense qu'on ne peut pas être que dans le descendant, que dans l'exigence, et qu'il faut aussi apporter aux équipes du plaisir, de la légèreté. Et ça fait partie aussi de ma personnalité, parce que moi, j'aime beaucoup l'humour. Et c'est ce qui me permet de m'épanouir au quotidien. Donc voilà. Ok, j'aime bien poser cette question parce que souvent, qu'on soit salarié ou qu'on soit entrepreneur, j'ai eu pas mal de réponses différentes et tu vois, par exemple, t'as pas utilisé le mot entrepreneur ou des choses comme ça. En fait, tu te définis vraiment comme le premier mot qui vient, c'est manager, ce qui, je pense, découle sûrement de ton expérience et c'est très intéressant. Et je reviens notamment sur ton expérience. Tu me disais là dans ta petite présentation que tu as fait 15 ans de vie professionnelle en tant que salarié dans des grands groupes. Alors moi j'ai noté que tu es passé quand même par pas mal de postes, chef de secteur, directeur régional, directeur des opérations, directeur de zone. Qu'est-ce que t'ont apporté toutes ces expériences en fait, tous ces différents types de postes aujourd'hui? En fait, je pense que c'est ce qui m'a permis de me révéler en tant que chef d'entreprise, puisque j'ai toujours eu des postes qui n'étaient pas spécialisés sur un domaine particulier, mais qui demandaient une agilité sur plein de compétences. Quand vous êtes directeur réseau chez Sephora, notamment, vous faites à la fois du management d'équipe, moi je dirais jusqu'à 800 magasins quand même, dans ce qui est pas neutre. Okay. Vous avez de la gestion parce que vous avez un compte d'exploitation à gérer avec des résultats à obtenir. Voilà. Faites beaucoup de marketing parce qu'il y a des opérations marketing et com à mener en magasin. De la formation d'équipe. Enfin, voilà. Donc, tous ces secteurs-là m'ont permis en fait, de me faire grandir et puis d'atteindre une maturité où un jour je me suis dit, je l'avais toujours dans le sang, mais de me dire tiens, un jour je veux les développer pour moi, pour mon projet d'entreprise et puis devenir ce que tu disais tout à l'heure, mais vraiment le terme entrepreneur, quoi. Celui où on se lance, où on prend un risque et on y va, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait justement ce déclic? Parce que c'est souvent on voit des jeunes, alors je parle aujourd'hui, hein. Aujourd'hui on parle beaucoup. Et c'est pas toujours la réalité, mais on parle beaucoup des jeunes entrepreneurs qui se lancent à la sortie d'école ou même à l'école, voire même avant l'école. Toi, tu as un parcours, comme tu disais, hein, avec beaucoup de boîtes. Qu'est-ce qui t'a donné ce déclic justement de dire, ok, là c'est le moment pour moi de basculer dans l'entrepreneuriat, d'être entre guillemets mon propre patron, même si j'aime pas trop cette expression quand même. Au départ, j'étais pas prêt, clairement. C'est-à-dire que quand je suis sorti de mon école de commerce à 25 ans, j'avais besoin d'acquérir plein de compétences, d'être vraiment au centre de la vie d'une entreprise et puis de savoir travailler avec des compétences particulières. Donc je ne me sentais pas capable d'eux. Et puis alors en parallèle, moi je viens d'une famille modeste du nord de la France. Et déjà, j'avais un prêt étudiant à rembourser, donc j'ai joué plutôt la sécurité sur les 10 premières années, surtout à l'époque où les taux n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Et voilà, donc je ne me sentais pas financièrement capable de prendre un risque. Et puis après, on acquiert de l'expérience, de la maturité, et puis on arrive proche de la quarantaine. Et puis avec mon épouse, en fait, on est très complémentaires, puisqu'elle a un passif de directrice financière, donc complètement à l'opposé de moi, qui est plutôt un profil développeur commercial. Et on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas créer quelque chose, une belle aventure entrepreneuriale ensemble, quoi. Donc, et du coup, c'est venu effectivement à 39 ans, et ça a été le fruit également d'opportunités. Parce que moi, je suis quelqu'un de réseau, d'opportunités, et c'est en faisant des rencontres et en plantant des petites graines à droite à gauche, qu'un jour on a la chance d'avoir une opportunité aussi entrepreneuriale. Le monde des réseaux est très important dans ce domaine-là. Oh oui, je pense que la Bretagne est une terre de réseau. Tu connais ça parce que je crois que vous êtes sur Nantes maintenant. Hein. Oui, tout à fait. Vous êtes sur Nantes. Le Grand Ouest est une terre de réseau, mais je pense qu'en fait c'est un peu dans toutes les régions où c'est beaucoup de réseaux. Et justement, si on en vient à cette aventure entrepreneuriale, ça a été, sauf erreur de ma part quand même, une aventure encore différente de ce qu'on peut faire d'habitude, parce que là, vous, ça n'a été pas une création ex nihilo, mais ça a été une vraie reprise d'une entreprise qui a un certain historique, je crois plus de 50 ans de boîte. 60 ans l'année prochaine. 60 ans. Comment on reprend une boîte qui a 60 ans d'histoire et comment
on ramène, enfin, on rejoint cette aventure? Alors en fait, là aussi, c'est une opportunité, mais déjà au préalable, on avait alors c'est la continuité de la première entreprise qu'on avait achetée avec mon épouse, puisque c'était un groupe d'écoles de formation des années 80 qu'on avait repris, qu'on a rafraîchi la marque, etc. Et on l'a développée pendant plus de 10 ans. Donc on a une première expérience entrepreneuriale assez enrichissante et puis qui a très bien fonctionné. Et puis, quand on a vendu nos parts en février 2020, est arrivé le Covid. Donc là, on n'avait qu'à réfléchir à ce qu'on voulait faire après. Et du coup, on a eu cette opportunité, encore une fois, par notre conseil qui nous suivait et des rencontres, de reprendre ce qu'on appelle, avec mon épouse, une belle endormie. Puisque la marque Swipe, nous, on conçoit et on distribue des produits d'entretien naturels 100% made in France, à Nantes-et-Rennes d'ailleurs. Donc ça, j'insiste là-dessus parce qu'on est en plein dedans, là, sur le made in France. Et c'est effectivement une vieille dame qui va fêter ses 60 ans l'année prochaine. Et on a revu la marque, le marketing, les axes de développement, c'était une marque spécialisée sur la vente à domicile. On a 300 conseillères à vente à domicile en France, uniquement mono-modèle sur cette partie-là. Et moi, j'ai développé tout de suite la partie B2B et on a sorti il y a 6 mois un tout nouveau site e-commerce. Donc voilà, donc en fait, c'est vraiment les projets qui nous ont animés comme la première entreprise. On n'est pas un couple de pages blanches, c'est-à-dire que c'est pas notre truc. Il y en a pour qui c'est leur dada. Prendre une page blanche et créer une boîte, c'est pas notre truc. C'est plutôt reprendre des marques qui ont besoin de se réveiller, de se redévelopper avec des projets sur le moyen court terme. Et du coup, ça, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Et comment on appréhende cette culture? Parce que justement, on l'a dit, il y a 50 ans, 60 ans d'histoire. Je suppose qu'il y a déjà plein de choses en place. Comment tu me dis que toi t'es pas sur à amener une page blanche, donc à tout raser, je suppose, donc ça va reprendre, mais je suppose que vous avez souhaité quand même donner une impulsion, une direction. Comment on fait quand on arrive face aux gens, en fait? C'est ça aussi parce que aujourd'hui j'aimerais bien comprendre un peu comment on rentre dans le détail, en fait. Alors en fait, c'est pas simple, clairement, parce que vous arrivez dans une culture, la vente à domicile, il y a beaucoup de conseillères qui sont là depuis 30 ans, voire plus. Donc moi, j'ai une conseillère qui a commencé chez nous à l'âge de 22 ans, et elle a 65 ans aujourd'hui, pour vous donner un peu une idée quand même. Et donc, vous pouvez pas arriver en disant j'ai le modèle en tête, vous avez travaillé pendant 30 ans de telle manière, et on révolutionne tout. Là, vous allez dans le mur direct. Donc, il y a une période d'observation qui est assez importante pendant 1 an, je dirais, minimum, où on travaille en sous-main sur l'évolution marketing, etc. Mais on va beaucoup sur le terrain. On interroge des conseillères, on interroge les équipes du siège, on voit comment elles fonctionnent, on participe à des ateliers de vente à domicile, on apprend à les connaître et comment elles travaillent, puisqu'elles ont quand même été dans la boîte, donc ça fonctionne. Donc, on n'est pas là pour tout révolutionner. Et déjà, je pense qu'il y a beaucoup d'échanges et de rentrer dans la confiance, parce que des conseillères sont des vendeuses à domicile indépendantes et non pas salariées. Ça, c'est important de le préciser. Et du coup, il y a cet enjeu d'avoir leur confiance et qu'elles ne se disent pas, tiens, les deux nouveaux, là, ils vont tout nous révolutionner et on perd la moitié du réseau, quoi. Donc, la base de tout, je pense, c'est déjà de s'imprégner dans l'entreprise, de connaître ses codes, son fonctionnement et le fonctionnement des équipes. C'est déjà la première chose. Ok. Et comme tu dis, il y a beaucoup d'humains, en fait. C'est rencontrer les gens, comprendre, échanger, quoi, en fait. La vente à domicile, c'est 99% d'humains. C'est pas de la technique, c'est vraiment de l'humain. Parce qu'en fait, il faut savoir que les vendeuses ne sont pas des expertes du commercial. Les meilleures vendeuses n'ont jamais fait de commercial de leur vie. Donc ça, c'est clair. Ça peut être des infirmières, des assistantes sociales qui ont besoin d'un complément de revenus. Et en fait, on n'est pas du tout dans cette partie technique de vente. En fait, c'est parfois des femmes qui étaient timides, mais qui se sont révélées par la vente à domicile et qui se sont retrouvées chez elles avec des clientes ou des futures clientes et qui se sont révélés au niveau humain en ayant animé parfois une équipe de 10, 15, voire 50 personnes, quoi. Ouais, c'est assez fou parce que on a l'image un peu du commercial qui a sa mallette et qui va faire du porte-à-porte, alors que c'est pas ça, en fait, aujourd'hui, enfin, déjà, ça existe quasiment plus. Et puis, c'est surtout, en fait, comme tu dis, c'est de l'humain, quoi. En fait, et puis, beaucoup de cooptation. C'est beaucoup... on revient sur la vente de proximité. On sait qu'aujourd'hui, tout ce qui est centres commerciaux, grande distribution, ils perdent en fréquentation, clairement, puisque les gens veulent revenir à une proximité, être proche de chez eux, passer un bon moment. Parce que la vente à domicile, c'est aussi ça. C'est passer un bon moment avec les gens. Alors, la partie commerciale, on l'a chez nous, puisque c'est moi qui gère ça en direct avec le B2B, où là, effectivement, on contacte
on visite directement des hôtels, des conciergeries locatives pour vendre mes produits. D'accord. Là, on est sur cette partie pure et dure commerciale, mais c'est pas du tout le cas dans la vente à domicile. Et une dynamique que j'aime bien comprendre, parce que tu mentionnais que tu travailles avec ta femme, donc vous êtes tous les deux associés au sein de la structure. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, travailler en famille. Hein. J'ai un frère entrepreneur, on a déjà essayé à droite à gauche. Comment c'est de travailler un peu en famille, alors dans un milieu professionnel? Est-ce que c'est pas... Comment vous arrivez à équilibrer, en fait? Alors, il faut se donner des règles. Ça, c'est le point important. Parce qu'on a des enfants et que quand on rentre à la maison, si on continue à parler du boulot, alors je ne vous dis pas que ça arrive jamais, je serai un menteur. Ouais. Quand il y a des soucis, ça peut arriver. Mais de limiter le temps de parole sur l'entreprise, de se donner une règle, de laisser le portable de côté quand on rentre chez soi, d'échanger en priorité en famille, mais pas que sur le sujet de l'entrepreneur, quoi. Il faut se donner des cônes et les clés de la réussite, clairement, c'est la complémentarité. Si vous avez 2 profils commerciaux, ça ne fonctionnera pas. Si vous avez 2 profils identiques gestionnaires, ça ne marchera pas non plus. Nous, on a la chance d'être vraiment dans cette partie complémentarité où l'une est plutôt financière, marketing produit, moi je suis plutôt sur le terrain commercial développement. Et c'est ce qui fait, je pense, la clé de la réussite, c'est d'avoir chacun sa partie, de ne pas être collé 100% toute la journée l'un avec l'autre. Donc moi je suis souvent en déplacement, je ne sais pas ce que mon épouse fait des fois dans la journée, mais voilà quoi. Donc, Mais c'est un thème récurrent sur les associés. Je discutais avec un gérant de fonds d'investissement qui me disait beaucoup voir des associés. Alors il parlait notamment de techniciens, de gens qui inventent des solutions, des choses comme ça. Souvent doivent chercher un profil complémentaire pour notamment cette partie commerciale, parce que souvent quand on est technicien, on n'est pas bon commercial. Enfin, après, je pense que c'est des généralités, il y a tous les cas, mais effectivement, c'est un point très intéressant. Et moi, c'est ce que je voyais, étant été entrepreneur également, cette partie avec un créatif et moi plutôt gestionnaire. Et c'est vrai que quand on retrouve cette dynamique, c'est vachement intéressant. Et on voit souvent les problèmes se créer quand on commence à se marcher un peu sur les pieds, parce que des fois, on aime bien aller voir ce que fait l'autre. Ouais, mais c'est intéressant, et c'est très intéressant cette histoire de règles, parce que je trouve que c'est aussi important d'en parler, et ça peut vite faire peur, en fait. On les respecte pas toujours, mais on essaie. Oui, voilà. Mais au moins elles sont posées. Exactement. Et justement, ça m'amène aussi à la prise de décision en tant que telle, comme c'est un peu le sujet de mon podcast. Comment vous décidez au sein de l'entreprise, de manière générale, sur les grandes entreprises, dans les grandes orientations, hein, pas au jour le jour, sur les éléments plus courants, mais quelle est votre dynamique un peu en termes de prise de décision? Alors ça change complètement des grands groupes. Quand j'étais salarié, j'étais vraiment dans des grosses structures où vous avez l'impression de décider, mais sans vraiment décider, il faut être clair, puisqu'il y a une politique générale qui est mise en place, et vous êtes plutôt dans l'application que dans la direction. Même si vous avez un poste de directeur réseau, il y a des règles marketing, il y a des règles de mise en place, et en fait, c'est plutôt vérifier l'application des choses dans les magasins, il faut être clair, que d'être le dirigeant de l'entreprise, puisqu'il y a tellement de strates que c'est plutôt descendant. Nous, on a une PME, on a toujours eu des PME. Alors, l'ancienne entreprise, on avait 350 salariés, donc ça commençait à devenir une grosse machine. Mais là, on est 12, clairement. Okay. Moi, je voulais avoir une société à taille humaine. Donc là, la décision, elle se prend, c'est ce que j'aime, elle se prend beaucoup. On ne peut pas fonctionner en descendant. Parce que vous avez un responsable des achats, mais qui est tout seul. À la com, ils sont 2. Il faut que ça soit beaucoup en collégial. Donc, toutes les semaines, on a une réunion d'équipe. On a aussi des réunions par secteur d'activité. Et en fait, quand on prend une décision importante ou stratégique, on consulte systématiquement nos équipes. Et en fait, la décision, on essaye qu'elle soit le plus possible collégiale, intégrée par chaque salarié. Parce qu'en plus, comme ça, ça les motive davantage. Et ça les intègre encore plus dans le projet, quoi. Je veux dire, d'une PME, si vous imposez un projet, vous n'avez pas l'adhésion des équipes. Donc, il faut vraiment que ça soit une adhésion totale. Et pour ça, il faut qu'on communique. La communication, ça c'est le point clé, qu'on échange. Pas des réunions formelles de 3 heures comme dans les grosses boîtes, mais quand vous êtes 12, vous voyez régulièrement, on échange des infos et puis ça va beaucoup plus vite. Et justement, c'est ce que tu disais dans un post LinkedIn il y a quelques temps, comme quoi l'intégration des collaborateurs était extrêmement importante pour vous. Et c'est quelque chose qu'on retrouve. Et ça permet aussi, je suppose, quand je t'entends dire ça, c'est que ça permet aux collaborateurs aussi de participer, même si je pense qu'in fine, c'est vous qui prenez la décision, quand par exemple, demain, vous avez un grand axe à décider, mais ça vous permet d'avoir de l'input,
de l'info, sûrement, et peut-être du réalisme terrain aussi. Oui, tout à fait. Et puis après, des fois, on se laisse aussi parfois conseiller. Et puis des fois, il y a des erreurs de part et d'autre. Nous, en tant que dirigeants, on n'a pas la science infuse non plus. C'est pour ça que je dis que le collégial est important. Mais parfois, de l'autre côté non plus. Parce que là, je prends l'exemple de City Commerce. On est une marque, encore une fois, avec des produits éco-responsables. On avait supprimé certains produits qui l'étaient moins, mais qui faisaient partie des meilleures ventes. Et on a fait une erreur. Du coup, le City Commerce a moins bien démarré à cause de ça. Donc, du coup, on a remis les produits. Ça, c'est un conseil de notre directrice com à l'époque. Mais voilà, après, on apprend de ses erreurs et puis après, on évolue différemment, quoi. Okay. Et est-ce que, comme on peut le voir aussi alors plus dans des grands groupes, mais est-ce que vous êtes accompagné avec alors, dans les grands groupes, on va appeler ça un board, un conseil d'administration. Est-ce que vous avez du conseil externe également qui peut permettre de vous détacher? Alors, il n'y a pas que les grands groupes, parce que nous, dès qu'on est arrivé, on a mis en place un comité de pilotage, on appelle ça, avec des copains chefs d'entreprise, pas de plupart, au nombre de 5. Et en fait, surtout, on a insisté sur le fait qu'ils ne connaissaient pas du tout le secteur d'activité. Parce que c'est pas bon, parce que du coup, si une personne intègre le comité de pilotage et connaît le secteur d'activité, tout de suite, elle va avoir des décisions tranchées en disant j'ai raison parce que moi je connais, etc. Et on avait des gens de l'agroalimentaire, quelqu'un de l'industrie, enfin voilà, donc 5 personnes à des postes complètement différents, tous chefs d'entreprise mais avec leur spécialité. Et une fois tous les trimestres, on fait une réunion au siège en leur expliquant un petit peu, on se met un peu en danger, parce que on leur explique un peu le détail de notre stratégie et puis ils nous mettent aussi en danger en disant mais pourquoi vous avez pris telle décision, moi je comprends pas, j'aurais plutôt fait ça, etc. Et ça c'est intéressant. Et c'est intéressant que tu amènes que tu abordes ça comme ça, parce que effectivement, c'est moi ce que je trouve, de ce que je connais un peu des PME, en fait, c'est souvent l'élément un peu manquant des chefs d'entreprise. Et c'est là où je vois aussi votre expérience des grands groupes, et peut-être que vous avez eu cette habitude d'avoir des conseils extérieurs. C'est qu'en tant que jeune entrepreneur, entre guillemets, dans le sens où c'est une nouvelle aventure, de tout de suite créer quelque chose pour vous accompagner, ou du moins pour vous conseiller, c'est plus ça le terme, et d'en voir les bénéfices, en fait. Exactement, il y a ça. Et l'autre partie importante, quand même, c'est les réseaux. Moi, je suis président, tu as dû le voir, mais du Nantes Atlantic Business Club. Tout à fait. Et du coup, il y a 220 chefs d'entreprise. Et du coup, je pense que les réseaux aussi, et puis membres APM aussi, avec des intervenants de haut vol chaque mois. Et je pense que cette interaction, on échange beaucoup. Donc c'est très, très intéressant, puisque 2 fois par an, on fait en fait ce qu'on appelle un interclub. On se spécialise sur des questions précises, des difficultés qu'on a pu rencontrer. Et en fait, cette partie réseau, il ne faut pas être isolé, quoi. Et ça, c'est un point aussi majeur quand on est entrepreneur, c'est attention, ne pas rester isolé. Nous, on est 2, certes, mais on est aussi mari et femme, et voilà, on est associés. Et s'ouvrir vers l'extérieur et rencontrer des gens externes qui ont une expérience ou un background différent, c'est tout aussi important. Et notamment, tu mentionnes APM, pour connaître un peu le fonctionnement, parce que mon ancien dirigeant y était et m'expliquait souvent comme quoi c'est un réseau très qualitatif aussi, parce que très à même, alors qui apporte des conférences avec des gens très pointus comme tu disais, mais qui abordait aussi les problématiques qui est très ouvert à aborder les problématiques de ses adhérents et à apporter ce conseil aussi. Donc effectivement, c'est un très bon réseau. Ma dernière question va être justement, mais on a presque déjà, je pense que tu y as déjà presque répondu. Je suis assez bavard, c'est pour ça. Ouais, mais aucun souci. J'aimerais bien qu'on continue, mais bon, vu les impératifs que tu as tout à l'heure, je vais me limiter un peu dans le temps, mais ça sera peut-être l'occasion d'en faire un autre. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui commence pas, qui est dedans, un conseil pour changer un peu sa prise de décision ou pour mieux décider? Moi, je dirais qu'il y a une chose majeure, c'est d'écouter les autres. Ça, c'est important. On n'a jamais en soi la bonne décision, donc heureusement, on en prend quand même des bonnes. Mais en fait, c'est surtout d'écouter les autres, de partager, d'échanger, de s'ouvrir au monde par les réseaux. Enfin, je crois beaucoup à ça, je reviens là-dessus, mais c'est important. De ne pas rester en fait isolé dans son entreprise, que ça soit en cas de succès ou d'échec ou de difficulté. Et encore plus quand il y a des difficultés. Et on voit beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui s'entêtent dans un axe, qui ne veulent pas échanger avec les autres, etc. Et je pense que c'est ceux-là en fait qui vont droit dans le mur.
Je pense que c'est important. Et de savoir reconnaître ses faiblesses. Voilà. Ah oui. Bon, ça, c'est un point majeur. C'est un point majeur, effectivement, et c'est 2 très bons conseils, parce que du coup, ça fait 2. Et ben merci. Alors, dernière question qui est un peu hors du propos du podcast. Est-ce que le spectacle que tu vas jouer ce soir, tu comptes le rejouer? Alors oui, il est prévu que je le rejoue à Nantes. Super. Normalement au mois d'avril, normalement le 18 avril, mais c'est une date à confirmer, parce qu'on n'a pas encore la validation du théâtre en question. Mais en tout cas, oui, et puis moi, le but, c'est que, moi, c'est le rêve d'une vie de faire ça, donc c'est destiné au B2B, aux entreprises, voilà, et pour leurs équipes. Et puis moi, le but, c'est que d'ici 1 an ou 2, je ne fasse que ça, parce que je suis arrivé à 56 ans, et j'ai décidé, comme le dira aussi Joël Dupuche, de surfer sur la vague de bonheur, et de faire tout ce que j'ai toujours eu envie de faire, c'est faire de la scène, qui est le rêve de ma vie, et je pense qu'il faut, c'est une dernière phrase que je dirais, c'est profiter de la vie avant que la vie ne profite de vous. Voilà. Et ben c'est sur cette très belle phrase qu'on va conclure ce podcast. Merci beaucoup, David. Merci à toi en tout cas. Et puis à très vite. À bientôt. Allez, on se retrouve comme d'habitude pour le débrief. Après cet échange plutôt court, il faut le reconnaître, du fait du timing et de la situation dans laquelle on était, j'ai quand même envie de tirer quelques conclusions de cet échange avec David. Déjà, je voulais le remercier encore une fois d'avoir pris le temps, car il était entre une répétition et il allait bientôt passer sur scène, comme vous avez peut-être pu le comprendre. Et j'en profite également pour remercier Marie Leresteux, qui nous a mis en contact de manière très sympathique, et c'était notamment un spectacle qu'elle montait. Donc, merci Marie. Mais revenons à ce petit bilan. J'ai beaucoup aimé cet échange avec David, car voilà, au travers toute l'honnêteté qu'il a pu apporter, il a vraiment exprimé ce que peu d'entrepreneurs expriment, c'est-à-dire que lui, il est conscient que sa prise de décision n'est pas parfaite, et c'est pour ça qu'il s'entoure d'un comité qui le conseille, lui apporte des inputs réguliers pour prendre ses décisions. Outre le fait, bien sûr, qu'il soit avec son épouse à la tête d'une société et que chacun ait bien son corps de métier, mais en plus de deux, ce qui aide souvent à être deux à la tête d'entreprise, c'est mon avis, il a mis en place, et il en est conscient, il en a mis en place ce comité directionnel qui l'aide à prendre ses décisions. Et c'est, outre toutes les choses et toute l'expérience qu'il nous a pu nous partager, c'est vraiment moi ce que je retiendrai sur ce podcast, qui est très intéressant. Voilà, c'en est fini pour ce petit récap. On se retrouve très rapidement. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans 2 semaines.